vous savez très bien que répondre à un appel d'offres, c'est souvent un travail très long et très chronophage. Et dans ce webinaire, on va vous montrer une solution IA, comment l'intelligence artificielle peut concrètement vous aider. D'abord par répondre efficacement au questionnaire et puis pour rédiger en mémoire. Et ensuite, on va voir comment cette solution fonctionne techniquement, ce qui se cache derrière. On ne va pas dévoiler tous les secrets, mais on va quand même simplement vous expliquer comment ça marche. Et à la fin, on va ouvrir nos micros, notre chat pour répondre à vos questions. Comme je le disais, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On va essayer à répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous plus tard. Donc, comme je disais, cette session est enregistrée. Vous allez recevoir le lien la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas apparaître dans la vidéo, merci de désactiver vos caméras. Donc, je passe la parole à toi, Philippe, et à toi, Camille, pour vous présenter. Alors, sur le sommaire, on va donc faire ça en deux parties. La première partie, ça va être une démonstration très simple et très concrète de comment on répond à un appel d'offres. C'est le thème de la journée, et donc on va faire cette démonstration. On verra qu'il y a en fait plusieurs parties dans la réponse à un appel d'offres et qu'on a besoin d'agents différents pour ça, ou du moins d'interfaces différentes. Et puis ensuite, Camilo parlera, lui, et il en parlera mieux que moi d'ailleurs, il parlera de comment ça fonctionne techniquement, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'il faut pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir être efficace justement, à la fois dans la création de ces agents et dans la mise en œuvre d'un agent de manière efficace et optimisée. Donc ça va nous amener à une trentaine, quarantaine de minutes. Après ça, on a une séance de questions-réponses très classique. Pendant donc qu'on vous présente tout ça, n'hésitez pas à interagir par le chat, et évidemment, donc, si vous voulez bien couper vos micros en attendant. On va se présenter. Camilo. Oui. Du coup, merci beaucoup, Philippe. Du coup, je m'appelle Camilo Rodriguez et je suis le fondateur de Machine Learning Lab. Nous sommes un centre de formation en intelligence artificielle. Le but de ces webinaires, comme disait Philippe, c'est double. C'est-à-dire que vous connaissez un outil et que vous apprenez à sortir d'ici en apprenant un peu plus sur les appels d'offres et comment répondre à ces appels d'offres avec l'outil Zenbaya. Et moi, mon rôle, après la démo de Philippe, ça va être vraiment de démontrer les tours de magie. En fait, moi, j'assimile mon travail, c'est un peu comme on fait déjà un tour de magie, on va présenter un truc qui marche plutôt pas mal. Après, moi, je vais les démonter. Je vais montrer techniquement et expliquer vraiment pour les gens qui ne sont pas forcément techniques comment ça marche. Du coup, je vais essayer de faire le plus simple possible et on va essayer de démocratiser un peu la démonstration pour que vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de magie, ce qu'il y a derrière. Mais par contre, il y a beaucoup de boulot. Zenbaya, il y a beaucoup de travail, ce qu'il y a, mais que vous compreniez comment ça marche techniquement. Du coup, voilà, ça c'est moi. Et je vais demander à Philippe. Du coup, je vais passer la parole à Philippe. Voilà, moi, je suis directeur marketing chez Zenbaya. J'ai directeur marketing et commercial. J'ai malheureusement un peu trop d'expérience sur le sujet, 30 ans, sur le sujet IT, offres innovantes, et donc sur en particulier les offres innovantes dédiées aux populations commerciales et marketing. Je dis que j'ai beaucoup d'expérience sur le sujet, et que c'est malheureux, mais c'est en fait très heureux de pouvoir vivre cette révolution par l'IA, parce que c'est, vous le savez, hein, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est une révolution assez extraordinaire qu'on vit, et c'est assez fabuleux de pouvoir la vivre, justement. Donc, on va vous présenter tout ça, puis avec toutes les nuances, et aussi, il faut apporter un petit peu de nuance à tout ça. Il y a aussi des choses plus complexes, plus difficiles, et justement, il faut faire attention. Donc, on va vous montrer tout ça. Et je commence, et on va passer très vite à une démo. Alors donc, la démo c'est la démo d'une plateforme d'agent IA qui s'appelle Zenbaya, qui est disponible sur zenbaya.com. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire rapidement un test de Zenbaya en allant sur zenbaya.com et en vous connectant ici, sachant que le test est gratuit, mais que vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Vous allez voir pourquoi. Vous allez pouvoir voir une partie de ce qui est mis en œuvre par Zenbaya, en fait, ce qui est mis à disposition de tous les publics, sachant que notre plateforme vise à surtout créer des agents sur mesure. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de les mettre dans toutes les mains, puisque chaque agent, pratiquement, est fait vraiment sur mesure pour chaque client.
On est sur une plateforme qui est capable d'intervenir dans tous les sujets. Donc, théoriquement, c'est valable aussi bien pour des RH que de la finance, que des use cases ou des sujets qui sont liés, par exemple, à la stratégie. Mais on a, dans les faits, énormément de demandes qui émanent du marketing et des ventes. Je pense que ce sont simplement des départements et des métiers où l'usage de l'IA est très nécessaire et surtout très utile. Et de ce fait, on a développé une forte compétence sur ces sujets-là. On est, pour information, nominé à 2 concours, là, en cours, les trophées Startup Martech du CMIT. Donc là, c'est plutôt qui est pour récompenser des offres innovantes pour les marketeurs. Et puis GoToChannel, où on va être là dans un concours réservé à des éditeurs de solutions innovantes pour le monde de la distribution et du commerce. Alors, je vous disais que c'est une plateforme d'agent IA. Quelques mots avant de passer à la démo. Comment ça marche? En fait, c'est ce qu'on appelle une IA Factory. Pourquoi? Parce que, alors, oui, j'ai oublié de le dire, j'ai eu un petit accident il y a 1 mois à peu près. C'est pas complètement résorbé, fini. Je suis tombé sur la lèvre. Et donc, je vais être obligé, pendant ma présentation, de m'abreuver régulièrement. Je vous prie de m'en excuser. Ça se fait pas trop normalement, mais là, j'ai pas le choix. Sinon, vous n'allez plus pouvoir m'entendre du tout. Voilà, on peut travailler dans l'IA et quand même avoir des problèmes, des pépins physiques. Hein, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Donc, il faut faire attention. Pas trop courir, il faut faire attention au concours. Bref, donc comment ça marche? Je vous disais, une AI Factory, en fait, ce qu'on met à disposition sur la plateforme, c'est un ensemble d'outils qui permettent de créer sur mesure une application qui va répondre exactement à un besoin métier précis de l'entreprise et qui va utiliser toute la puissance assez extraordinaire des intelligences artificielles, notamment génératives, pour délivrer une qualité supérieure. Donc, c'est important de savoir ce qu'il y a dedans parce que c'est ce qui permet derrière de travailler et de créer ces applications. La première chose, c'est donc des LLM, évidemment. Donc, c'est les IA génératives en tant que telles, les ChatGPT, les Mistral, les Claude, les Gemini, etc., qui sont mis à disposition sur la plateforme. Vous pouvez choisir celle que vous voulez pour exécuter vos tâches, parce que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, Claude est très connu pour sa capacité à faire du développement de code. ChatGPT, évidemment, c'est le leader. Mistral, c'est un français, etc. Chacun a ses caractéristiques. La deuxième chose, c'est qu'on met à votre disposition une architecture qui est conçue pour vos processus métiers de prompt. C'est en fait des catalogues de prompts déjà préétablis, qui s'appellent en plus les uns les autres. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de workflow de prompts. Des prompts, c'est quoi? C'est des instructions. En gros, c'est le paramétrage de votre application. Et ça, ils se répondent, ils s'appellent les uns les autres. Donc, c'est très, très pratique d'aller les chercher, de les appeler pour en créer d'autres aussi, de façon à les enchaîner les uns les autres et créer comme ça un processus qui colle à vos besoins. Ensuite de ça, il faut une interface homme-machine qui soit la plus efficace possible. Dans certains cas, c'est générer du texte, dans d'autres, c'est générer des images, de la vidéo, du podcast, de l'infographie. Et donc, on a toutes sortes d'outils, ou faire de la traduction en 35 langues, on a toutes sortes d'outils qui permettent de faciliter l'interface dans l'usage qu'on a de ces applications et dans les livrables, évidemment, de ce qui est produit à la fin. Et enfin, c'est un outil, une plateforme qui peut être complètement neutre dans votre environnement. Typiquement, l'agent il peut être réinséré de manière transparente en marque blanche à l'intérieur d'une application que vous utilisez déjà, un CRM, un ERP. On peut interagir avec du SharePoint, on peut récupérer de l'information, renvoyer de l'information. Donc, il y a toutes sortes de connecteurs, d'API. Et donc, tout ça est dans un monde totalement ouvert. Pourquoi? Pour faire donc des applications in fine qui vont vous être utiles pour acquérir plus de leads, gagner en visibilité, former un nouveau commercial, répondre à un appel d'offres. C'est quelques exemples de ce que c'est capable de faire. Donc, c'est à vous d'inventer finalement le monde qui va avec. Dernière chose avant de passer à la démo, c'est que, je vous disais, c'est du sur-mesure. Alors, ce qui va compter très fortement, aussi pour faciliter l'adoption, c'est de proposer ça sous forme de différentes interfaces. C'est-à-dire qu'en fonction de votre besoin, on va créer l'interface ou utiliser l'interface qui sera la plus efficace pour vous et la plus facile à utiliser. Donc, ça peut être tout simplement une console d'agents. Donc là, on voit différents agents sur une console. On clique sur un des agents, puis on va interagir avec lui pour qu'il crée ce qu'on veut. Ça peut être une console de leads ou d'informations. Donc là, c'est des leads, en l'occurrence, qu'on livre pour un éditeur logiciel, en l'occurrence, qui est client. Et ces leads, ils vont aller ensuite
être pioché par notre client qui va récupérer le lead et le transmettre à ses commerciaux. Ça peut être un webbot, donc là on est sur le site web de Zenbuyer, sur le site il y a un bot qui interagit avec vous, donc ce bot fait appel à des agents de Zenbuyer, comme ici, hein, même chose, ça fait appel à chaque fois, c'est une interface différente qui fait appel. Et ce bot, en l'occurrence ici c'est pour faire du service client ou aider à la vente. Autre exemple, un site web média, on peut créer un site web pour animer votre écosystème. Il va être automatiquement alimenté en contenu par nos agents et puis il va permettre de créer des interviews pour créer des occasions de rencontre avec des personnes intéressantes, par exemple des prospects. Vous pouvez également utiliser des agents sous forme de compagnons, donc avec des avatars. Donc là, en l'occurrence, je discute avec un avatar qui me forme sur comment faire un bon webinar ou comment faire un entretien de vente au moment du closing. Ou encore une extension Chrome. Alors ça, c'est très utile. Vous allez sur le profil LinkedIn de la personne que vous allez rencontrer, vous lancez votre petite extension Chrome, elle scrape automatiquement la page LinkedIn et derrière, elle va vous livrer plein d'informations, les thèmes d'intérêt, les sujets, les derniers posts qu'il a fait, etc., son disque, sa personnalité, comment l'aborder, et puis des textes qui permettent de l'aborder plus facilement. Voilà, donc les interfaces sont faites à façon où on utilise des interfaces existantes dans d'autres cas de figure, mais on va faire ça au cas par cas pour vous. Voilà, on passe au cas du jour, donc qui est la réponse à un appel d'offres. Donc là, c'est vraiment un use case très précis. Comme vous le savez, dans un appel d'offres, il y a plusieurs choses. Il y a la réponse administrative, la réponse au questionnaire, la proposition commerciale notamment. Je schématise, hein, mais en gros, c'est ça. La réponse administrative, c'est pas nécessaire de faire appel à de l'IA parce qu'avec le DUM notamment, en tout cas en France, c'est relativement simple. Aujourd'hui, en un clic, on a répondu à tous les formulaires. Il ne reste plus que l'acte d'engagement à signer. Je simplifie, mais c'est quand même moins utile d'utiliser l'IA pour ça. Alors, on pourrait le faire, mais ce qu'on se dit, et c'est important pour la suite, c'est qu'il vaut mieux appliquer l'IA vraiment aux sujets les plus riches en valeur, là où ça va vraiment apporter de la valeur. C'est pour ça que la discussion initiale avec le client est toujours importante. Ensuite de quoi, il y a la réponse au questionnaire. Donc là, c'est un exercice particulier, parce qu'il s'agit de remplir un questionnaire sous format Excel, on va le voir. Et puis la production de la proposition commerciale, où là, on va produire un document Word et un document PowerPoint de support de la présentation au moment de la soutenance. Et donc, c'est parti. Je vais continuer de partager mon écran, mais cette fois, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, très concrètement, j'ai pour la cause, pour cette démo, j'ai créé une pseudo-consultation, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une vraie consultation. Aussi, pour des raisons de confidentialité, je ne voulais pas prendre des infos d'une consultation existante. Et donc, en l'occurrence, vous voyez, ça ressemble beaucoup à un questionnaire de RFP existant. Alors, si ça veut bien se lancer, voilà. Là, j'ai des questions sur l'entreprise. Vous voyez, je dois porter ma réponse ici. Je peux faire un commentaire là. Ici, j'ai l'onglet fonctionnel, donc c'est exactement le même principe. Hein. Et puis, l'onglet technique, même chose. Alors, habituellement, si vous avez l'habitude d'être commercial et que vous répondez à ce genre de choses, à chaque question qui est posée là, il faut aller piocher les informations dans plein de documents, interroger un expert à la maison, etc., pour pouvoir y répondre. Là, l'idée, c'est qu'on met dans une base de connaissances toutes les informations. On peut aussi mettre des emails, on peut mettre des catalogues d'offres, de produits, on peut mettre des réponses qui ont déjà été faites à d'autres appels d'offres, on peut mettre plein de choses, tout ce qu'on veut, en n'importe quelle langue, et on a paramétré un agent, que je vous montrerai après, qui va aller piocher ces informations pour répondre à la question. Et la façon dont on l'a fait ici, c'est ce qui nous apparaît le plus simple, c'est une extension Chrome. Vous voyez, ici en haut, j'ai une petite extension là que j'appelle, et je vais lui dire, on va prendre n'importe lequel. Est-ce que je vais faire un aléa comme ça? Il n'y aura pas de doute que c'est, hop, 7, voilà, 29. Le modèle de tarification. Alors, il a reconnu la question ici, hein, j'ai cliqué sur la question, il l'a reconnue. Et là, donc, je clique ensuite sur mon agent, donc sur mon bouton qui appelle un agent, que je peux configurer différemment. Je peux l'appeler selon différentes façons. Alors, ça prend un petit peu de temps parce qu'en plus de ça, ici, on est sur un agent qui est un agent sécurisé. Comment? Il est localisé, c'est un agent sur base de Mistral, en l'occurrence, mais surtout, on l'a localisé sur un serveur. Les données ne sortent pas du serveur, elles ne vont pas aux États-Unis, elles ne vont pas en Chine, elles ne vont même pas ailleurs en France, elles restent chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est sur des informations confidentielles. La plupart du temps, les appels d'offres, c'est ça. Vos informations à vous sont confidentielles, les informations du client sont aussi, et donc on est obligé de localiser. Ça prend un tout petit peu plus de temps pour répondre.
Une fois que j'ai ma réponse, elle est là, je vais la coller ici, et je vais la lire. Parce qu'évidemment, derrière, il faut quand même vérifier. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on le fait ligne par ligne, on préfère le faire ligne par ligne, parce que il faut quand même vérifier cas par cas. D'une part, les LLM sont capables de halluciner. Si c'est bien prompté, ils hallucinent pas, mais ça peut toujours arriver. Et puis ensuite, il y a des informations, vous allez vouloir personnaliser un petit peu la réponse. Mais d'avoir déjà la réponse qui existe, ça par exemple, je n'ai pas besoin de le mettre. Voilà, puis je pourrais évidemment, je peux enlever ça, pas besoin de réponse ici, et vous avez compris le principe. Et donc voilà, j'ai ma réponse. Alors je peux le faire aussi en mode batch, et dans ce cas-là, je sélectionne toutes les colonnes, et j'ai la réponse à toutes les colonnes correspondant à cet onglet. Et là, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est de répondre intégralement à l'ensemble du questionnaire et de mettre tout de suite les réponses, on ne l'a pas encore. Mais aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, il faut tout relire derrière. Hein, c'est absolument indispensable et puis il faut un petit peu enrichir aussi éventuellement. Et voilà, c'est quand même assez phénoménal pour les commerciaux qui ont l'habitude de répondre aux questionnaires. Vous voyez, en quelques minutes, vous avez fait votre réponse complexe à l'ensemble du questionnaire. Voilà, ça c'est pour la première partie, je vous disais, c'est répondre à un questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet avant que je passe à la deuxième? Non? Alors, on continue. Là, je passe à la deuxième partie qui est de construire la proposition commerciale qui correspond à ce même questionnaire d'ailleurs. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est que là, pour le coup, je suis allé chercher une vraie consultation qui existe réellement, mais ce sont des informations publiques. En l'occurrence, c'est un questionnaire qui émane d'un établissement public, c'est un CCTP, donc un cahier des charges, l'OP Commerce, voilà, et qui porte sur justement un agent IA. Ils ont besoin d'un agent IA, en l'occurrence pour du service client. Ce questionnaire, je vais donc revenir à mon agent. Voilà, l'agent se présente de la façon suivante. Il y a d'abord une fenêtre de contexte. Ici, je vais y revenir dans un instant, où je rentre les informations qui vont permettre à l'agent de savoir de quoi on parle. Ici, ensuite, j'ai les instructions que je donne à l'agent pour réaliser la proposition, qui sont pré-promptées, donc prêtes à l'emploi. Et in fine, je choisis ici le LLM. Alors, en vérité, ici, je n'ai pas le droit de le choisir parce que je suis sur un environnement confidentiel, sécurisé, ce que je disais tout à l'heure, localisé, et donc j'ai un environnement obligatoire qui est technique. Mais je pourrais, sur d'autres agents qui font d'autres choses moins confidentielles, utiliser un autre, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a du ChatGPT, ce que je disais tout à l'heure, du Qwen, du DeepSeek, du Claude, du Gemini, etc. Donc ici, je disais, la première chose à faire, c'est je suis commercial, je vais rentrer les informations qui portent sur mon questionnaire. Donc ici, je vais lui envoyer le document que je viens de vous montrer. Alors ici, j'ai mis que le CCTP, mais ça peut aller... Tiens, c'est marrant. Il est très long là. Je pense que c'est parce que je partage en webinaire, ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Ah mince. Alors là, c'est effet démo, super, c'est la première fois que je vois ça. Il ne veut pas le charger. Je vais aller autrement. Je vais le relancer. Je pense qu'il y a un problème de bande passante à cause du webinaire. Comme c'est moi qui l'héberge. Non, il ne veut pas. Alors, je vais procéder autrement. Ça sera moins bien, mais vous allez comprendre le principe, c'est la même chose. Je le prends comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que quand je quand je télécharge comme ça, alors je peux soit dicter, soit remplir à la main, soit télécharger. Quand je télécharge, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme tout le document, quelle que soit la forme du document, une image, un PDF, ce que vous voulez, il le transforme en texte. Et une fois qu'il l'a transformé en texte, à ce moment-là, je peux l'utiliser comme contexte. C'est considéré comme du contexte. J'ai d'autres contextes que je peux renseigner si j'en ai besoin. Ici, par exemple, je peux renseigner des informations spécifiques sur les enjeux et les objectifs du client qui n'apparaîtraient pas dans le questionnaire parce que, par exemple, j'ai échangé avec mon client en amont et qu'il m'a donné des infos qui ne sont pas dans le CCTP. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai encore d'autres contextes à rentrer parce qu'il faut aussi que je donne à l'agent des informations qui concernent mon entreprise. Une partie de ces informations figure dans le RAG,
En l'occurrence, ce qu'on appelle l'Oracle, c'est la base de connaissances. Donc, j'ai rentré dans la base de connaissances un catalogue produit, je vous disais tout à l'heure, hein, toutes sortes d'informations sur mon entreprise, l'adresse du site web, ça peut être plein de choses différentes. Et puis, en complément, je peux lui donner des informations spécifiques sur, je voudrais lui dire, par exemple, ici, si je vais répondre avec telle offre, là, c'est sur l'offre de prix. Donc, je peux peut-être lui dire, par exemple, que je peux faire une remise de 20%. Ici, des informations spécifiques sur l'entreprise, je veux dire qu'il y a tel et tel client sur lesquels il doit particulièrement parler parce que ce sont des clients qui sont proches du secteur d'activité, de l'univers de ce client-ci, de ce prospect. Là, le style de communication, je peux dire soit concis, d'un temps humoristique, je peux lui dire ce que je veux. Puis là, l'infographie, on y reviendra après, c'est le livrable final. Et donc, à partir de là, je lance les différents chapitres. Alors, avant ça, j'ai un premier bloc d'instruction qui est « Rappelle-moi les points clés du projet ». Rappelle-moi les points clés du projet, c'est important parce que ça me permet, en tant que commercial, de me souvenir les points essentiels que je ne dois surtout pas rater au moment où je crée le projet. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps selon les cas parce que là, en plus, je n'ai pas une très bonne connexion, je pense. Et donc, ça prend un temps particulièrement long, mais on va y arriver. Philippe, il y a une question dans le chat, pendant que ça charge, de Sandy, qui demande, est-ce que quand on charge les CCTP, tous les champs se remplissent automatiquement ou il faut charger les CCTP pour chaque champ? Alors, sur l'agent précédent, ce que je disais, c'est que actuellement, on a deux possibilités. Soit on fait ligne à ligne, c'est-à-dire qu'on on demande à l'agent de répondre à une question et il répond sur la ligne de la question, ou bien sur un onglet avec l'ensemble des lignes de l'onglet. Et là, il répond à toutes les lignes de questions posées d'un seul coup. Et là, on est en train de travailler pour avoir une réponse automatique sur l'intégralité d'un classeur Excel avec plusieurs onglets. Ça sera présent disponible dans les jours ou semaines qui viennent. Mais de toute façon, le ligne à ligne est préférable parce qu'il faut quand même vérifier chacune des réponses. Il ne faut pas laisser la main complète à 100% au logiciel. Évidemment, on a tendance à vouloir être très confortable, mais si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des réponses qui partent en vrille. Donc, il faut toujours vérifier derrière. C'est vrai de la réponse à un questionnaire appel d'offres, c'est vrai d'un agent qui vous aide à faire un webinar, qui vous aide à répondre à un client, qui analyse le profil LinkedIn d'une personne, peu importe l'agent, peu importe d'ailleurs le LLM que vous utilisez. Alors évidemment, là, ça ne marche pas, c'est super. Merci pour Là, c'est top pour la démo. Ça devrait fonctionner et ça ne fonctionne pas. Ah! C'est trop long par rapport à ce que je vois d'habitude. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Comme je ne suis pas sur des informations confidentielles, là, je peux me le permettre. Je vais demander à ChatGPT. Peut-être que Chat sera plus rapide et je vais relancer. Et je pense que c'est vraiment un problème de bande passante. Je vais peut-être couper mes autres onglets, ça ira peut-être plus vite. Là, j'en ai trop qui sont ouverts. Il ne veut toujours pas, ça bloque. Ah, enfin. Voilà, donc ça allait plus vite qu'avec ChatGPT. Normalement, c'est rapide, hein. Même avec Mistral en localisé, sur un document, là, il y a 20 pages dans le questionnaire, dans le cahier des charges. Quand j'ai essayé hier, ça durait 10 secondes pour avoir le résultat, à peu près. Donc ici, j'ai les principales, je vous disais, les principales questions qui sont posées ou les principaux points, les clés de cette réponse, de ce projet, à avoir en tête quand on est commercial. Donc du coup, je vais accélérer parce que je vais laisser la parole après à Camilo. Là, après, j'ai même chose, un chapitre qui décrit l'activité de mon client et que j'ai prompté pour lui dire, fais une description de mon client qui soit du prospect, OP Commerce, qui soit relativement courte quand même, parce que c'est pour rentrer dans un chapitre. Donc ici, j'ai un rappel des principaux points. Et puis, je lui ai demandé de mettre cette petite phrase à la fin. Donc ça, tout ça se personnalise. Vous avez ici la solution demandée par le client. Donc la même chose, une demande qui va être sur le fait qu'un rappel de ce qui est vraiment demandé. Là, on n'est plus dans le client, la description générale, mais vraiment ce qu'il souhaite avec toutes les clés justement qu'il faut rappeler dans la proposition commerciale. Après, c'est à vous de dire ce que vous voudrez mettre comme chapitre. Ça peut s'organiser exactement de la façon dont vous voulez. On peut rajouter des chapitres, en mettre d'autres, en enlever, etc. Là, c'est une description de ma société. Donc, vous avez compris le principe. Je ne vais pas du coup tous les passer. La même chose, vous allez avoir la description de la solution proposée.
les bénéfices, le budget, je vais peut-être vous montrer le budget juste après, le ROI qui est calculé automatiquement, hein. Tout ça est calculé, le budget par exemple est calculé par l'outil en fonction, je vais le montrer maintenant, en fonction de ce qu'on a rentré comme réponse à d'autres propositions et de paramètres que j'ai rentrés également dans le prompt. Même chose pour le ROI, je lui demande de faire un calcul de ROI précis. Et puis à la fin, j'ai une proposition complète. Alors, et ça me fait l'introduction qui est l'exec summary, je la mets à la fin parce que ça se fait toujours à la fin, l'exec summary. Et puis après, j'ai la proposition complète, incluant d'ailleurs l'introduction, qui empile en fait les différents chapitres que j'ai préparés ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un texte d'envoi d'email. Et puis je vais pouvoir, pour répondre à votre question tout à l'heure, produire des slides et produire des infographies, c'est-à-dire des illustrations qui vont aller pour chacun des chapitres, illustrer les chapitres, ça peut être des schémas, et tout ça se prépare et se paramètre. Donc voilà, là on est sur le budget, et donc il décrit bien qu'il y a des coûts d'abonnement. Alors on est bien sur OP Commerce, hein, il a bien pris en compte le contexte du client, ça me rappelle bien le nombre d'utilisateurs, c'est bon, et puis voilà, après j'ai une description, phase, cadrage, conception, qui correspond bien à mon projet habituel, hein, quand je développe Zenbaya, formation, voilà. Donc ça, tout ça pour faire un bot qui va intervenir en service après-vente chez OP Commerce pour 56K. Alors, 56K, ça sera peut-être beaucoup pour OP Commerce. Il faut que je vois si je connais bien le client ou pas, s'il en a la capacité, si ça correspond aussi au budget décrit dans l'appel d'offres. Donc ça, derrière, c'est comme pour le questionnaire tout à l'heure, il faut toujours tout relire. Mais enfin, la production de la proposition, elle est là. Ça, après, vous pouvez le mettre au format Word, comme vous le souhaitez, hein, c'est du texte. Et vous disais-je, appuyez ici, alors je ne vais pas le faire, parce que là, pour le coup, ça va prendre 15 minutes. Vous pouvez produire les slides, et je vais juste vous montrer les slides, quelle tête ça a lorsqu'on le produit. Et je vais commencer par vous faire mal aux yeux, parce que j'ai choisi volontairement des slides avec un template particulièrement flashy. Donc là, c'est pour OP Commerce. Je l'ai fait hier, hein, en faisant exactement la même chose que je vous ai montré ici. Donc là, on est sur du ultra flashy. C'est pour vous dire qu'en fait, vous allez pouvoir mettre le template que vous voulez, le template à votre charte graphique. Donc ici, c'est un template du marché que j'ai pris par défaut. Et donc, il me décrit les différents chapitres. Là, on est sur soit vous le transmettez comme ça, hein, si typiquement vous faites une réponse à une consultation qui est moins structurant et moins structurée que l'appel d'offres. Et puis, sinon, vous pouvez l'utiliser comme support de la démonstration, de la présentation, au moment, par exemple, de la consultation. Voilà, et quand j'ai montré tout ça, j'ai à peu près tout montré, il me reste juste 2 secondes pour vous dire que tout ça est facile à modifier. Ici, si je prends mon agent ici, je suis dans la partie administration pour pouvoir le modifier. On retrouve ici sur la gauche l'agent que je viens de vous montrer. Et ici sur la droite, la partie administration, avec ici donc des champs plutôt d'admin, le nom, le répertoire auquel il appartient, etc. Et puis ensuite, on va pouvoir, par exemple ici, je disais pour le budget, lui donner des informations, va chercher les informations dans le résultat de la solution proposée, qui est le résultat de cette instruction-là. Et ensuite, il y a le prompt qui dit, voilà, quelques indicateurs complémentaires à ce que je t'ai déjà indiqué, et le RAG utilise ma base de connaissances avec tous les documents Zenbaya que j'ai indiqués. Et donc, c'est comme ça qu'on crée, en fait, de nouvelles applications, de nouveaux onglets, de nouvelles instructions, en allant chercher derrière, en créant du texte, en créant un bot, en créant du HTML, en créant une image, un avatar. C'est là qu'on retrouve en fait tout ce que je vous ai montré comme possibilité dans les iFactory. Voilà pour la démo de comment répondre rapidement et efficacement et qu'on utilise nous, à un appel d'offres. Même question qu'il y a quelques instants. Avez-vous des questions? Ou sinon, je passe la parole directement à Camilo. Merci Philippe. Alors, si vous avez des questions, l'idée c'est vraiment que vous les posiez dans les chats. N'hésitez pas. Merci Philippe pour la démo, très intéressant. J'espère que ça a été clair, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec Zenbaya. Alors là, j'ai la parole à moi. Je vais faire un truc un tout petit peu différent. C'est que moi, je vais me présenter déjà, comme je vous avais expliqué, je suis le fondateur d'un cabinet de formation en intelligence artificielle qui s'appelle les Machine Learning Lab. Nous sommes basés à Paris et nous, notre idée, c'est qu'on peut tous parler IA.
Alors, parler IA, c'est pas utiliser ChatGPT. Parler IA, c'est pas savoir compter. Parler IA, c'est comprendre, avoir un niveau d'alphabétisme et de base autour de l'intelligence artificielle, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est l'idée un peu, ce que je vais faire là maintenant avec les temps qui restent, c'est essayer d'expliquer un peu techniquement qu'est-ce qu'il y a derrière la démo qui vient de nous faire Philippe, de ces produits Sembaya, qui est très abouti. Alors, pour commencer, du coup, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche le logiciel Sembaya? Je vais faire les Sembaya du pauvre. Je vais commencer par faire les Sembaya du pauvre. Imaginez que je n'ai pas accès à l'outil Sembaya, je ne les connais pas. Alors, je vais partir tout simplement d'un appel d'offres. Alors, l'appel d'offres, c'est quoi? L'appel d'offres, c'est un appel d'offres que j'ai trouvé sur Internet. Par exemple, je suis une société qui fait du ravalement des façades. Je suis dans les bâtiments et je trouve cet appel d'offres, ravalement des façades, avec un adjudicateur, avec des objets de marché. Voilà, tous les contenus comme ça. Et moi, je ne suis pas très fort en écriture. Moi, ma réponse, ça va être un truc de ce type-là, avec des fautes d'orthographe, avec, voilà, moi, ma mise en valeur de ma société à ma façon. Ma force, c'est les BTP, ma force, ce n'est pas l'écriture. Du coup, je réponds à votre appel d'offres pour les ravalements des façades du bâtiment. Je bosse dans les bâtiments depuis longtemps, les façades, etc., etc. Du coup, l'idée d'un appel d'offres, c'est comment je peux transformer ces textes pour répondre à quelque chose d'hyper structuré. Du coup, la façon, les Sembaya de pauvres, je pense que j'ai plus besoin de présenter ChatGPT. Ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Du coup, moi, ce que je ferais si je n'avais pas accès à Sembaya, c'est que je vais dire, je voudrais répondre, quelque chose comme ça, répondre à un appel d'offres, à cet appel d'offres. Du coup, ce qu'on fait dans des logiciels comme ChatGPT, c'est qu'on peut séparer les choses par des délimiteurs. C'est pour dire, voilà, ça commence ici, l'appel d'offres, et je vais les copier. Voici ma proposition. Et du coup, je vais faire pareil. Je vais faire copier ma proposition ici à l'intérieur. S'il te plaît, respecte les critères suivants. J'ai envie je veux montrer que j'ai bien compris les besoins du client, mettre en valeur ma proposition, mettre en valeur ma force, mes forces, etc., mes forces, etc. Du coup, là, évidemment, je ne peux pas faire mieux que le. C'est ça l'un des jobs de Sembaya, c'est justement qu'en fait, c'est eux, ils se sont déjà posé la tête, ils se sont déjà cassé la tête pour vraiment structurer tous ces prompts. Mais encore une fois, là, on est en train de faire un peu les Sembaya du pauvre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur ChatGPT, tout simplement, je vais copier ça. Je voudrais répondre à cet appel d'offres. Et voici. Voici ma proposition. Alors, ma proposition, elle était là. Ma réponse pour l'échafaudage, ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et voici, respecte les critères suivants dans l'écriture. Tac, j'envoie. Ça, c'est les Sembaya du pauvre. Du coup, si vous avez déjà fait ça, vous avez vu qu'on peut détourner ce qu'on appelle les modèles de langage pour faire ce type de choses-là. Et du coup, il m'a dit, voici une version professionnelle et structurée et convaincante, etc. Alors, me faire mon truc. Et j'ai transformé un peu mon appel d'offres, je suis en train de les transformer de façon un peu moche, de façon un peu plus structurée. Alors maintenant, comment Sembaya, ça marche? Parce que vous avez vu, sur Sembaya, on ne se connecte pas à ChatGPT. On va sur la plateforme de Sembaya. Alors, ce qui se passe, c'est que Sembaya, c'est un logiciel comme un autre, et un logiciel qui communique avec OpenAI. Alors, la plupart des gens ne le savent pas, mais OpenAI, il y a une façon d'utiliser ChatGPT, c'est la plateforme, mais une autre façon d'utiliser ChatGPT, c'est à travers ce qu'on appelle l'API. L'API, ça veut dire que je vais lui envoyer tout ça. Je vais faire un logiciel qui va lui envoyer tout ça, et il va me répondre justement avec sa réponse, mais il va les faire en dehors de mon logiciel. C'est ce que Sembaya a fait. Ils sont intégrés l'API, pas seulement d'OpenAI, mais aussi des gens comme Mistral, Claude, ils sont intégrés plein des API pour faire ce type de logiciel. Du coup, il y a des gens qui ne savent pas, mais je le montrais, on peut faire du logiciel avec ChatGPT. C'est un domaine qui est à la mode, qui s'appelle du bytecoding. Alors, ça marche si vous savez ce que vous êtes en train de faire et si vous savez les idées très claires.
Alors, moi, j'ai laissé. Et moi, ce que je veux faire, c'est qu'on va aller petit à petit. On va aller faire ce qu'on a envie de faire, c'est un formulaire. Alors, c'est quoi? Je vais faire vraiment la version des pauvres. On va simplifier. On va faire un formulaire HTML qui a 3 fields. Quel est le nom de ma société? C'est là où je vais mettre les noms de ma société. Décrivez ce qui est demandé, et c'est là qu'on va copier les appels d'offres. Décrivez la proposition. Et voilà ma proposition avec mes mots mal écrits. Je vais cliquer sur envoyer. Du coup, ce que je veux derrière, c'est que je veux préparer une requête avec des textes qui sont un peu fixes, avec des textes qui sont variables. Du coup, le nom de la société, il va venir de là. Ce qui est demandé, ça va venir de là. La proposition, ça va venir de là. Les paramétrages et les instructions, bah, en fait, là, je ne vais pas mettre l'accent sur ça parce que mon expertise, c'est pas des rappels d'offres. Mon expertise, à moi, c'est l'enseignement de la technologie de l'IA. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement préparer tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il m'efface un HTML. On va faire un HTML qui fait ça et qu'il prend tout ça, il envoie à l'API d'OpenAI, on va voir ce que c'est. Et du coup, que les logiciels, ici même, je puisse avoir la même réponse. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Du coup, c'est ce que je me prépare à faire. Je vais aller, encore une fois, on va les faire en plus avec des modèles de langage, ça va être très drôle. Du coup, je vais commencer par dire, j'ai envie de faire un formulaire web en HTML avec 3 champs. Nom de ma société, de la société, ce qui est demandé, c'est que l'appel d'offres, description de l'appel d'offres, on va dire, description de l'appel d'offres et ma réponse à l'appel d'offres. Du coup, déjà, si je demande ça, on va avoir un HTML simple. Il ne va pas faire grand-chose, mais il va avoir un HTML. Du coup, là, je suis en train de faire ce qu'on appelle, encore une fois, du bytecoding. Le bytecoding, c'est j'ai écrit mes idées et avec des modèles de langage, je les transforme en réalité. Je vais avoir qu'à coller ça dans un fichier HTML que je vais préparer. Du coup, on va les faire ici. Je vais faire un nouveau document. On va appeler index. On appelle souvent les formulaires HTML. Les pages HTML, on s'appelle index.html. Et là, du coup, si je l'ouvre avec le navigateur, bah, il n'y a rien, parce que c'est un truc qui est complètement vide. Si je l'ouvre avec ce qu'on appelle un éditeur de code, et ici, je mets bonjour. Ici, je mets bonjour. Je m'appelle Camilo. Et que je sauvegarde. Je reviens ici. Je double-clique. Bonjour, je m'appelle Camilo avec mes erreurs de frappe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? ChatGPT, il a fini mon truc. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe dans ces formulaires, mais on va les construire petit à petit. Du coup, je vais y aller. Je vais effacer ça. Je vais tout simplement copier. Là, je sauvegarde. Et si je reviens ici dans mon formulaire, et je relance, voilà, j'ai les noms de la société, description de l'appel d'offres et ma réponse à l'appel d'offres. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Ici, il n'y a rien qui se va passer. Alors, test, test et test. Là, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas fait derrière. Alors maintenant, on va aller plus loin. On va dire, OK, le formulaire, il est fait. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de prendre les réponses et les utiliser, les réponses des champs du formulaire, et les utiliser pour préparer une requête structurée pour répondre à un appel d'offres. Cette requête, j'ai envie de la visualiser quand le formulaire est envoyé. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous sort. Je suis en train d'improviser, hein, mais l'idée, c'est, vous avez compris, ces 3 fields, ils vont prendre les 3 champs et vont afficher la requête structurée
sans l'envoyer nulle part. Du coup, alors là, il est en train de faire beaucoup de CSS. Les CSS, c'est ce qu'on appelle les couleurs et tout ça. Alors, les noms de la société, la description de l'appel d'offres, ma réponse, elle est toujours là. Rien n'est envoyé, la requête est affichée là. Du coup, là, et voilà, on est en train de faire ça. Tu es un expert en réponse appel d'offres. Voici les contextes. Du coup, la société, c'est la variable des sociétés qui vient du formulaire. La description de l'appel d'offres, bah, c'est le champ qui est mis là. Les éléments de réponse, c'est mon truc ici. Objectif, produire une réponse complète et structurée à l'appel d'offres, clair, crédible, orienté résultat. Alors là, c'est improvisé. Hein. On a laissé ChatGPT me les faire. Mais évidemment, le travail, la force, la valeur de Sembaya, c'est qu'évidemment, ils sont beaucoup travaillés sur tout les 30. Et encore une fois, on est en train de faire une version du pauvre, mais c'est vraiment que vous compreniez comment ça marche derrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tous ces codes. Je vais les remplacer dans mon HTML. Du coup, on va tout simplement l'écraser. Et je vais copier ça. On va sauvegarder. Et on va revenir sur ça. On a un truc un peu plus joli. Et là, on va dire que, voilà, moi, je m'appelle façade et bâtiment. La description de l'appel d'offres, bah, elle était là. Du coup, c'était l'appel d'offres règlement des façades. On va les copier. Ma réponse à moi, bah, elle était toute moche. C'est là, je réponds à votre appel d'offres, etc. On va les copier. On va les mettre là. Et du coup, cliquez sur générer la requête. Du coup, si je fais ça, en fait, il a tout simplement concaténé ces 3 fields. Il a fait tu es un expert en réponse à l'appel d'offres, etc. Et voilà, ma société, ça s'appelle, il est là quelque part, façade et bâtiment. Voici la réponse et voici ma réponse à moi. Alors, on y est presque. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est, ça ne me sert à rien d'avoir tout ça. Moi, ce que je veux, c'est envoyer à ChatGPT ça. Alors, pour utiliser pour ça, c'est ce que je vous avais expliqué, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une clé API. Alors, les clés API, la meilleure façon de montrer ce que c'est avec un exemple, mais c'est des choses qu'on voit dans les formations qu'on fait. Et la plupart des gens, ils savent qu'on peut aller sur ChatGPT, mais ils ne savent pas qu'on peut aller dans un autre site qui s'appelle platform.openai.com. Ça, c'est la porte pour les développeurs. C'est les mêmes crédentiels qu'on utilise sur ChatGPT, on les utilise pour se connecter ici. Et si j'arrive ici, je peux aller dans la partie paramètres. Et dans la partie paramètres, je peux aller dans ce qu'on appelle les clés API. Alors, les clés API, c'est ce qui va permettre justement de faire un logiciel qui communique avec OpenAI. Je vais créer une nouvelle clé, et on va l'appeler test Sembaya 16 janvier. Alors, les clés API, il ne faut jamais les partager avec d'autres personnes, parce que ces clés, elle est rattachée à mon compte bancaire. Du coup, je vais l'écraser une fois que la démo sera finie. Et une clé API, elle ressemble à tout ça. Du coup, c'est tout un texte. On va la copier. On va la garder ici, dans un autre fichier. On va la garder ici parce qu'après, on ne va plus la voir. Du coup, juste le temps de la démo, on va la garder. Et alors là, j'ai envie de faire, OK, voilà, tout mon formulaire est clair. Alors maintenant, j'ai envie d'envoyer cette requête à OpenAI avec une clé API que je viens de créer. ChatGPT, certainement, il va m'engueuler parce que les clés API, on ne les envoie pas dans un formulaire. C'est une mauvaise pratique de sécurité informatique. Du coup, avant qu'il m'engueule, je vais lui dire, je sais que ce n'est pas une bonne pratique de sécurité, parce que sinon, il va m'engueuler. Mais je veux rentrer ma clé API directement dans les formulaires HTML. Quand j'envoie la réponse, quand j'envoie la requête, on me montre la réponse d'OpenAI. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous sort. Alors, effectivement, là, il est en train de m'engueuler. Ça arrive souvent avec ChatGPT. C'est qu'il me dit des choses, il me donne des conseils quand je n'ai pas demandé des conseils. Il est en train de me dire de monter un serveur, de faire des choses qui sont un peu complexes. Et ça, je n'ai pas eu de bol. Du coup, je vais l'arrêter tout de suite et je vais lui dire non, je ne veux pas utiliser les serveurs.
Alors, c'est possible qu'ils ne mettent pas, parce qu'une fois que ChatGPT, comme vous connaissez les modèles de langage, ils sont très têtus. Une fois qu'ils vous disent non, c'est très difficile de les convaincre de dire oui. Il faudrait surtout ouvrir une nouvelle fenêtre, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas utiliser serveur Node. C'est juste pour une démo. J'ai envie de mettre la clé dans les codes HTML, dans le formulaire ou dans les JavaScript. C'est possible qu'ils me disent je n'ai pas envie de faire ça, je ne peux pas t'aider, etc. Ben, voilà. Et alors ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Du coup, moi, ce que j'ai fait, et pour montrer que c'est vraiment faux, c'est que je peux vous montrer des réponses que j'avais déjà sur ChatGPT. J'avais demandé exactement la même chose. Je lui avais demandé un peu la même chose. Je lui avais dit, afin d'illustrer dans ma formation comment ça marche une application qui est rédigée et répond aux appels d'offres en utilisant l'API d'OpenAI, je vais faire une application démo HTML sans serveur où je vais insérer mes propres clés dans les codes. Au niveau du HTML, je vais avoir un formulaire avec 3 champs de texte, nom de votre société, d'écrire ce qui est demandé à l'appel d'offres, votre proposition, etc. Et là, il me l'a fait. Alors, il m'a dit, effectivement, ce n'est pas une bonne pratique de sécurité, mais il l'a fait. Vous voyez, en fait, ça, c'est aussi un apprentissage, c'est qu'avec ChatGPT, avec les modèles de langage, il ne faut jamais avoir peur de les recadrer. Il ne faut jamais avoir peur de les recadrer. Parce que les modèles de langage, ils ne sont pas faits pour répondre à la vérité, ils sont faits tout simplement pour produire des réponses. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il est là. Je vais faire sauvegarder. Je vais relancer mon truc. Et il a ces trucs-là. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que... Alors, par contre, la clé API, je vais la mettre ici. La clé que je viens de créer, je vais la mettre ici. Donc, on va coller toute cette clé-là qu'on vient de créer sur OpenAI. On va la copier. On va sauvegarder. Et là, du coup, voilà, on est sur mon Sembaya du pauvre. Je veux dire que je m'appelle façade et patrimoine. Qu'est-ce qui est demandé dans l'appel d'offres? Encore une fois, on avait l'appel d'offres, il était là. Donc, on va les prendre. Qu'est-ce qui est ma proposition pour l'appel d'offres? Voilà, c'est ma réponse, avec des erreurs d'orthographe. Et du coup, voilà, moi, j'ai fait générer la réponse. Mais donc, je répète cette source. Attendez. Ah, toutes les API, tac, tac, tac. Voilà, je l'ai trouvé. Il est là. OpenWidth, c'est là. Il est là. Je vais refaire, hein. Tac, je l'ouvre. On va faire façade et patrimoine. On va refaire là. Alors, là, l'appel d'offres, c'est ça. La proposition, c'est ça. Et on fait générer la réponse. Là, il est en train d'envoyer. Du coup, on est en train d'utiliser ChatGPT, mais en silencieux, derrière. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une API. Et là, j'ai ma réponse. Du coup, là, j'ai refait en 10 minutes un Sembaya du pauvre. Alors, on voit, j'ai dit, c'est vraiment un Sembaya du pauvre, c'est vraiment mal paramétré, c'est vraiment une fonctionnalité. Vous avez compris, Sembaya, ce n'est pas juste un petit formulaire qui envoie un truc à OpenAI, c'est toute une plateforme bien réfléchie par des experts en appel d'offres, par toute une connaissance métier qu'ils sont mis. Mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est. Alors, un des problèmes des modèles de langage, c'est qu'ils sont une nature probabiliste. C'est-à-dire que 2 fois, les mêmes prompts, ça va donner 2 choses différentes. Et ça, vous ne pouvez rien. Ça, c'est une des choses qu'on enseigne en formation. C'est-à-dire que si vous copiez exactement les mêmes prompts sans rien changer, ça va donner 2 choses différentes. Et ça
ça fait partie de ce qu'on appelle l'IA probabiliste. Les modèles de langage sont probabilistes et même sans rien changer, vous allez avoir deux choses complètement différentes. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Alors, c'est des choses qui se ressemblent peut-être, mais vous voyez, là, elle commence par fort d'une expérience significative et là, elle commence par un moment des trucs. Du coup, c'est des choses aussi qu'on voit dans les formations et qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Alors là, on a fait les trucs. Il y a quelque chose de très important à savoir, et ça, c'est du bon sens, c'est que les modèles de langage, ils sont une petite clause ici, que les gens ne lisent pas. Mais c'est hyper important. ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations importantes. Alors, ce qu'on appelle les hallucinations, ce qu'on appelle les erreurs, ce qu'on appelle les inventions, et en fait, ça, on n'y peut rien. Ni Sembaya, ni Camilo, ni personne, et ce n'est pas la faute de votre prompt. C'est la nature même probabiliste des modèles de langage fait que les modèles de langage, ils s'hallucinent. Et ça, vous ne pouvez rien. Et c'est pas, il n'y a rien qui puisse être fait ou dit au niveau du prompt qui va changer ça. Il y a eu pas trop longtemps, il y a eu un scandale avec Deloitte. Je peux vous mettre les liens ici, mais Deloitte, il a répondu à des appels d'offres, il a fait des trucs avec le gouvernement australien, et en fait, ils ne sont pas révisés, ils ne sont pas regardés, ils ne sont pas vérifiés les trucs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements australiens, ils n'étaient pas contents, ils leur ont demandé à rembourser les trucs, ils leur ont mis des amendes, et c'est juste du bon sens. L'intelligence artificielle générative, ça vous aide à faire beaucoup de choses, ça vous aide à rédiger des trucs, ça vous aide à mettre bien des styles. Maintenant, la responsabilité de l'appel d'offres, c'est à vous. Du coup, si vous ne regardez pas, si vous ne lisez pas, si vous ne prenez pas le temps pour voir qu'il n'y a pas des hallucinations, vous ne pouvez pas… ça, c'est votre responsabilité. Du coup, c'est vraiment les idées de bon sens. Il faut toujours regarder, il faut toujours vérifier, il faut toujours regarder. Alors, quelques idées clés à retenir. Sembaya est un éditeur de solutions français spécialisé dans des agents IA, qui vient de nous expliquer. Ils ont une expertise dans plusieurs domaines, dont la réponse aux appels d'offres, qu'elle exploite pour mieux structurer vos besoins dans certains domaines. Il y a aussi un plugin qu'on n'a pas trop montré, Philippe, mais j'adore de Sembaya, c'est les plugins de LinkedIn. Du coup, je vais sur LinkedIn, j'ouvre la page d'une personne et j'ai dit rédige-moi un mail des mises en relation en prenant en compte, par exemple, la préférence de la personne, son profil, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses autour de la psychologie et de l'analyse des personnes. C'est un des trucs que je préfère de Sembaya. L'IA générative peut vous aider à rédiger vos appels d'offres, bien évidemment. Nous aussi, on l'utilise. Mais par contre, les côtés probabilistes lui fait faire des erreurs, inventer des faits, des hallucinations. Il est recommandé de ne jamais faire confiance avec l'IA et de vérifier les informations importantes. Et du coup, nous, notre message qu'on véhicule, c'est qu'il est nécessaire surtout d'acquérir un esprit critique à l'ère de l'IA. Savoir comment elle fonctionne, ses limites. On appelle ça parler IA. Encore une fois, parler IA, ce n'est pas savoir prompter. Ce n'est pas je structure mes prompts. Vous structurez les prompts du moment où vous avez les idées claires. Mais on n'a pas toujours les idées claires. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir les idées claires. Du coup, nous, on pense que l'IA ne va pas voler votre travail, mais quelqu'un qui parle IA mieux que vous, probablement le fera. Et du coup, c'est pour ça tout notre message de parler IA, l'importance de parler IA. Nous, les formations qu'on propose, on pense que l'intelligence artificielle, ça ne s'apprend pas, elle se pratique. On n'est pas des conférenciers, on n'est pas dans des cours magistraux, on est dans des formations pratiques. Donc, si vous suivez nos formations, vous allez faire des exercices comme celui que vous m'avez fait pendant un live. Alors, même si vous n'avez pas tout compris, l'objectif, ce n'est pas que vous sortiez de la formation juste en disant les formateurs, il est très fort. L'objectif de la formation, c'est que vous sortiez en disant, moi, je suis fort, moi, j'ai appris des choses. Du coup, nous, on base notre apprentissage sur la pratique, des formations qui sont conçues par nous-mêmes. Du coup, nous croyons en ce qu'on fait. Vous avez accès aussi aux formateurs avant, pendant et après la formation. Des groupes maximum de 10 personnes. On pense à l'ère de l'IA, et c'est très important d'avoir une personne enseigner l'IA. Ce n'est pas des vidéos. On ne fait pas des formations avec des vidéos. On fait des formations avec Olga et moi-même, qui sont les formateurs. Et du coup, il y a toujours ces contacts humains pour répondre à toutes les questions et essayer d'aller avancer dans chaque sens. Si ça vous intéresse nos formations, vous allez sur le site mlab.ai et vous allez voir tout notre catalogue de formations. Il y a des parcours longs, il y a des parcours courts, il y a des formations pour les entreprises, il y a des formations pour les particuliers. Et nos formations sont ce qu'on appelle certifiées Calliope. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de la démo. Je pense que vous faites, je ne sais pas oui, si vous avez des questions. Vous faites aussi des formations sur mesure? On fait des formations sur mesure. On fait des formations sur mesure pour les entreprises et on propose des parcours longs, on propose des parcours courts, on propose des formations de tous les formats différents. Et on essaye de tester des nouveaux formats, voir ce qui marche.
On essaye même des formations pas trop chères dans la semaine. Alors, les premières, ça va être juste pour information. On a des formations hyper abordables des 2 heures. Si vous êtes à Paris, on propose des petites formations à Paris. Vous allez tout simplement sur la partie formation. Et vous avez parcours long, des formations courtes et ce qu'on appelle des ateliers. Donc là, vous voyez, parcours long, des 4 mois. C'est une fois par semaine, on se réunit et on fait ça avec des groupes. 3 profils différents pour les gens qui sont vraiment néophytes et qui veulent découvrir l'IA générative, pour des gens qui veulent découvrir ce qu'on peut faire avec du code, les automatisations, et pour des gens qui veulent s'intéresser à l'IA et à la data et machine learning, et voir si c'est un domaine qui les intéresse. On a des formations courtes à des prix, voilà, c'est 3 heures à 85 €, et on a des ateliers. Du coup, ces 3 ateliers, je profite pour vous dire, du coup, il y a des cours ateliers. On a les prochaines dates, c'est les 2 février, et ça, c'est à Paris. Et du coup, c'est Paris 15e. On a 3 ateliers, un lundi, un mardi, un mercredi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais lire dans les chats. On a effectivement un petit peu échangé déjà dans le chat, notamment sur des questions liées à la sécurité, sur les questions liées au prompting et aux hallucinations. Tu peux peut-être juste revenir. Sofiane disait qu'on peut diminuer significativement le risque d'hallucination en posant des instructions claires et des interdictions. Sofiane, si tu veux si vous voulez, je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, prendre la parole et préciser votre propos, sinon Camille, tu peux aussi répondre. Peut-être Sofiane qui a quelque chose à partager, du coup, vous pouvez les partager si vous êtes toujours là. Bon, on ne vous entend pas, Sofiane. OK. Du coup, là, moi, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, certainement, on peut tenter de faire des choses, mais les côtés probabilistes des modèles de langage, ça fait qu'il n'y a pas des hallucinations, ça existe, ça va toujours exister. Si ça n'existait pas, ce serait génial, mais ça existe. Et c'est l'un des risques, en fait, des problèmes. Il faut que vous compreniez qu'il ne faut jamais sous-traiter votre intelligence. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Mais ce qui est le plus important chez vous, c'est votre intelligence à vous. Et il ne faut jamais sous-traiter votre intelligence à un outil. Un outil, il est là pour vous aider, mais c'est toujours vous les pilotes, c'est toujours vous les chefs de cabine. Les outils-là sont là pour vous aider, pour vous donner des idées, pour vous augmenter vos capacités, mais ce n'est pas à eux de décider, ce n'est pas à eux. Une entreprise comme OpenAI, elle ne va jamais prendre la responsabilité de ce que vous faites avec leur outil. Et du coup, en fait, c'est comme un constructeur de marteaux, il ne peut pas prendre la responsabilité. Si vous cassez un doigt, ils ne vont jamais prendre la responsabilité de ça. Du coup, de la même façon, je pense que, alors, il y a pas mal de boulot, pas mal de travail, une discussion assez longue qu'on ne va pas avoir aujourd'hui sur l'impact de l'IA dans les marchés du travail. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'IA ne remplace jamais cette responsabilité qui est la vôtre. L'IA n'aura jamais un contrat de travail, et vous en avez. Et du coup, tant que vous avez un contrat de travail, tant que quelqu'un vous paye pour avoir une responsabilité, pour assumer une responsabilité, vous allez avoir un travail. Du coup, autant mieux connaître tous les outils qui sont à votre disposition, mais savoir surtout comment ils marchent, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils ne proposent pas, les outils, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle parler IA. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, ou que ce soit pour Philippe ou pour moi, à la fois la partie Symbaya ou la partie comment ça marche dernière? Je crois qu'on a répondu, Philippe, Camille, à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions qui viendront plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir nos informations par email la semaine prochaine, ainsi que cette vidéo et cette présentation aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Alors, la vidéo va être mise en replay. Du coup, vous pouvez la revoir. Comme dit Olga, vous allez recevoir un email avec ça. Et puis, n'hésitez surtout pas à contacter Philippe si vous voulez aller plus loin dans les déploiements de Symbaya ou l'adoption parce que ce n'est pas que les appels d'offres, hein, Philippe. Vous faites beaucoup plus que ça. Oui, c'est ce que je montrais au départ. On a beaucoup d'applications et d'agents marketing et vente. Puis après, on intervient par exemple chez Galileo sur des aspects plus RH, on intervient sur des aspects finance, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur le marketing et les ventes. Du coup, voilà. Et on a choisi de faire ces webinaires vraiment directs sur la vente et sur la partie commerciale, mais on aurait pu le faire sur la RH. C'était d'ailleurs l'une des questions initialement se poser avec Philippe. Ce n'est pas que pour les appels d'offres, c'est vraiment tout un panel des use cases
qui gère Sembaya. Et pareil, nous, c'est les formations. Du coup, si ça vous intéresse ou si vous avez un proche qui s'intéresse à l'IA, si vous vous posez des questions, comment évoluer dans ce monde où il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de questions, nous, notre promesse, c'est venez. Venez. En fait, je pense que l'idée, c'est avoir un humain. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est bête, ce n'est pas de poser les questions. Du coup, la formation, c'est vraiment, ça va dans ce sens-là. C'est vous préparer au futur du travail. Et encore une fois, c'est normal d'avoir des questions. Par contre, c'est normal de se sentir dépassé. L'IA, elle évolue tous les jours et tous les jours, il y a un nouveau outil. C'est normal d'avoir des questions. C'est normal de se sentir dépassé. Nous, on est là pour vous accompagner et pour vous accompagner de façon très bienveillante dans votre évolution autour de l'IA. Parce que l'IA, ça nous concerne tous. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Philippe. Merci, Olga. Oui, juste un petit mot pour dire qu'il y a aussi un autre site que je mets dans le chat, que vous pouvez voir justement en termes d'adoption de l'IA, c'est IA for Business. Alors, IA for Business, c'est quoi? C'est en fait un blog ou un média qui est spécialisé dans l'adoption de l'IA. Il y a 150 interviews d'acteurs divers et variés, il y a plein d'articles, des livres blancs, etc. etc. On mettra d'ailleurs un livre blanc qu'on vous transmettra, qui est le livre blanc de ce webinaire. Donc, ça sera. C'est celui-là, non, Philippe, que je suis en train de partager? Oui, absolument. Absolument. Je le mets dans le blog, là, dans le chat. Voilà, donc il y a plein de ressources, plein d'infos sur le sujet de l'adoption de l'IA par les entreprises. Bah, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite un bon post-déj et à bientôt. Merci Camilo, merci Olga, merci à tous pour votre écoute, votre patience.